La saison 4 est présentée par Groupe Humanova, engagé à transformer les parcours professionnels et les milieux de travail en plaçant la santé organisationnelle au cœur de chaque démarche. Allô Laurie! Allô Laurie! Salut les filles! Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ben, Très heureuse d'être avec vous. Oui! Pareillement, merci du déplacement. Oui, merci d'avoir fait la route pour venir nous voir. On l'apprécie beaucoup. On est contente que Vraiment. tu sois là. Ça va être vraiment intéressant Ouais. comme Mhm. discussion. Fait que, Un sujet, je pense, peu discuté au Québec, là, de base, là, qu'on va parler des connexions numériques. Exact. Nomophobie, c'est un nouveau mot que j'ai appris grâce à toi, d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais avant qu'on embarque là-dedans, on est toujours curieuse de savoir un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Puis, si tu pouvais te présenter justement un peu pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas. Oui, avec plaisir. Moi, je suis une ancienne nomophobe. OK. OK. Donc, je suis vraiment passée par la case de ne pas quitter mon téléphone, jamais. Je mangeais avec, je marchais avec, je dormais avec, je conduisais avec. Et en fait, je ne me rendais pas vraiment compte de cette problématique parce que tout le monde faisait pareil. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on a juste à regarder autour de nous, puis il y a beaucoup de personnes avec Ouais. les yeux rivés à l'écran. Donc, c'était devenu une habitude individuelle, personnelle dans ma vie au quotidien. C'était vraiment quelque chose que je faisais le soir en rentrant à la maison. Mais c'était aussi problématique dans ma sphère de travail parce que c'était des habitudes que j'avais développées. Et au bout d'un moment, en fait, il n'y avait plus vraiment de frontières entre la vie perso et la vie pro. Et j'ai frôlé l'épuisement. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai vraiment eu mon éveil, parce que quand on arrive en face un mur comme un potentiel burn-out, on rentre en période d'introspection, beaucoup, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et quand je suis arrivée à ce point-là, eh bien, j'ai compris que la façon dont j'utilisais la technologie, en fait, était vraiment très problématique pour moi, parce que j'avais complètement perdu le contrôle, en fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait avec moi. J'ai essayé de trouver des solutions pour m'aider, que je ne trouvais pas. Et donc, c'est là que l'idée, en fait, de Vivala est arrivée dans ma tête. Je me suis jetée sur un tas de livres pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'était, j'étais en train de vivre, en fait, avec cette technologie. J'ai également embarqué avec des psychologues, avec des développeurs aussi d'applications pour comprendre vraiment tous les mécanismes technologiques qui sont mis en place et psychologiques également pour ancrer toutes ces habitudes qu'on a autour de la technologie. Et donc, quelques mois plus tard, en fait, mon entreprise a été lancée. Puis, je me suis embarquée dans cette folle aventure qu'est l'entrepreneuriat. Ouais. Puis, ça va faire 7 ans le 7 mars. Wow, prochaine. félicitations. Donc, C'est un beau vraiment. projet, en tout cas. Oui. Moi, je suis curieuse de savoir quand même en lien avec ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné qui t'a mis la puce à l'oreille de voir le lien entre toi qui étais peut-être tout le temps sur ton téléphone et l'épuisement professionnel? C'est vrai. C'est où c'est à quel moment en fait que tu as constaté ce lien-là puis comment tu t'en es rendu compte? J'avais cette question-là aussi. Ouais. Le corps parle, Ouais. puis des fois, on ne l'écoute pas. Mhm. Puis j'étais vraiment dans une espèce de boucle où je pensais que c'était normal, cette fatigue. C'était normal, en fait, comment je me sentais. C'était normal de jamais arrêter. Moi, j'appelle ça la culture du sans-repos, d'être dans cette espèce de monde où on n'arrête jamais, en fait. On n'arrête jamais au travail, mais on n'arrête jamais même pendant nos périodes de repos. Puis c'était vraiment ça, le téléphone constamment dans une file d'attente, répondre à des messages de collègues le soir, le dimanche soir, parce que c'est comme ça aujourd'hui. Et en fait, l'éveil vraiment est venu de mes parents qui étaient en visite au Québec. OK. Et quand je suis arrivée à l'aéroport pour les récupérer, en fait, la première chose que ma mère m'a dit, c'est « Est-ce que tu as vu ta tête ?» OK. Puis là, je me suis dit « Ok, c'est pas juste moi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. » Et je pense que c'est ce moment-là, en fait, qui m'a vraiment permis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait et de faire le lien avec cette hyperconnexion, en fait. Toutes les réflexions que les gens nous font autour, tu es toujours sur ton téléphone, est-ce que tu veux pas lâcher, on va déjeuner, on va prendre le temps, il faudrait que tu te reposes peut-être ce week-end, ton patron ou ton collègue, il peut attendre lundi. Toutes des petites habitudes, en fait, que j'avais mis en place, puis au bout d'un moment, en fait, ça revient un petit peu en tête. Puis c'est là où on comprend que, en fait, c'est pas normal. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est normal. On l'a normalisé.
mais ça a des répercussions sur notre santé mentale, sur notre santé physique, sur nos liens sociaux également. Mhm. Ouais. Parce qu'en fait, on commence doucement à se détacher un peu aussi de nos amis parce que on est occupé à faire autre chose qu'on est avec eux, Ouais. mais pas dans l'instant. Mhm. Puis ça a des répercussions aussi sur notre productivité. On pense souvent qu'en étant constamment en ligne, constamment connecté, on va être plus productif. Mais en fait, c'est le contraire qui se passe parce que notre cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Mhm. Puis je me questionnais dans le fond parce que tu mentionnais que la nomophobie, ça peut être également, je pense, présent dans le milieu du travail. Est-ce que il y avait des mesures dans ce temps-là, dans les organisations, au niveau de lâcher le téléphone quand tu travailles ou d'autres mesures? Parce que je me dis, si c'est normalisé, dans ma tête, j'aurais le réflexe de penser qu'il n'y a peut-être pas de mesures si c'est normalisé, mais... Ouais. Mais c'est un gros enjeu, en fait, la nomophobie, parce que de manière même sociétale, on sait qu'il y a un problème, mais ça n'a pas encore été mis en avant comme un problème de la taille idée. Mhm. Donc la nomophobie, on pourrait la définir rapidement. Là, c'est vraiment Oui. une phobie d'être séparé du téléphone. OK. Donc c'est vraiment une sensation de sevrage, de panique, en fait, à l'idée d'être séparé du téléphone. Puis j'inviterai d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent à faire juste le test pour certaines d'entre elles, de juste se séparer du téléphone. Je fais beaucoup d'interventions et parfois je lance le défi aux gens pendant des formations ou des conférences. Et les adultes ont énormément de difficultés à se séparer du téléphone. On a beaucoup mis en lumière les jeunes un petit peu comme un bouc émissaire. C'est eux le problème avec la technologie, mais c'est un enjeu qui est présent chez pratiquement... une grosse partie de la population. Il y a certaines études qui parlent de 70% de la population qui souffrirait de nomophobie. Donc, c'est pas vraiment... c'est très documenté, mais dans les organisations, encore, c'est complètement tabou, en fait. En fait, c'est qu'il y a deux choses. Un, on ne le comprend pas, ou on ne le connaît pas, cet enjeu-là. Et deuxièmement, il y a un mythe que d'avoir son téléphone constamment sur soi, ça veut dire qu'on est quelqu'un de compétent, qu'on est responsable, qu'on est sérieux, parce qu'on va répondre rapidement, parce qu'on va être joignable à n'importe quelle heure. Donc, c'est au contraire, en fait, ça peut même être mis en avant comme une qualité. OK. Mais j'ai une question aussi en lien avec, comme tu as défini super bien la nomophobie, puis justement, tu sais, je voulais qu'on aille là pour que les auditeurs, auditrices puissent comprendre un peu plus de quoi qu'on parle. Mais ma question en lien avec ça, c'est est-ce qu'on parle d'une phobie ou une dépendance au téléphone? Les deux. OK. Parce qu'il va y vraiment avoir la peur là, d'être séparé. Il y a une dépendance aussi par les systèmes qui sont mis en place sur les téléphones, parce que on n'est pas vraiment accro au téléphone. Le téléphone fixe, on n'a jamais vraiment... Ouais, je comprends. On a un attachement au téléphone parce qu'il a des fonctionnalités qui nous permettent de nous connecter à Internet. Et Internet, c'est les autres, c'est la famille, c'est les amis, c'est les actualités, c'est tout un tas de choses. C'est les collègues avec le travail. Donc, c'est ce lien et cette réciprocité qui peut nous jouer des tours. OK. Donc, oui, après, il y a des applications qu'on utilise au quotidien, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les courriels, qui utilisent des stratégies, notamment comme les notifications, pour vraiment venir, on va dire, exciter notre système de récompense. Ouais. Et donc, ce système de récompense peut être lié à de la dépendance. Donc, on va vraiment avoir la difficulté après à s'en séparer parce qu'il y a un système qui a été créé avec notre dopamine. C'est ça, puis... malgré nous, finalement. Oui, complètement. Mais en fait, c'est étudié. Hein. Ouais. On a, dans ces entreprises-là, il y a des experts en sciences du comportement humain qui réfléchissent vraiment à en créer en fait, des solutions, à créer des solutions qui vont nous faire consommer, parce que c'est leur modèle économique. Plus on va être connecté, plus on va voir des publicités, et donc plus ils vont recevoir de l'argent. Il y a même des entreprises, à une certaine époque, qui étaient spécialisées là-dedans. Dans la Silicon Valley, je me rappelle d'une qui s'appelait Dopamine Lab. Donc, c'est carrément leur nom. Ouais. Et elles se spécialisaient dans tout ce qui est solutions pour augmenter la consommation des utilisateurs. Donc, on a ça dans les mains aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas vraiment parler de problèmes d'hyperconnectivité juste dans la sphère personnelle ou dans la sphère professionnelle. Tout se mélange, il n'y a plus de barrière avec la technologie. Donc, les habitudes que les personnes vont avoir individuellement à la maison, elles vont se ramener au travail et vice-versa. Parce qu'on a développé des choses, des gestes avec cette technologie
Ouais. qui va être très complexe à compartimenter. En fait, on peut pas. Puis est-ce que tu penses que... J'imagine que c'est pas tout le monde qui a ces réflexes-là de mettre en sourdine les notifications, tu sais, des stratégies aussi pour déconnecter. Moi, je le fais de toujours, en fait. Là. Mes notifications sont toujours fermées. Mes courriels, non, parce que c'est aussi la sphère... je suis étudiante à l'école, fait que parfois, j'ai comme la difficulté à déconnecter. Mais je trouve ça vraiment important d'être tout le temps sur ne pas déranger quand je suis en période de focus, là, pour pas avoir mes notifications. Mais c'est drôle que tu mentionnes ça parce que, exemple, je commande sur Uber Eats, puis je reçois des notifications comme dans l'heure après pour dire, ou le lendemain pour dire, t'as-tu une autre commande à faire ou de quoi? En même temps, en anglais, il envoie des petites notifications. Ouais. Mais ça, c'est drôle, je l'avais pas réalisé, mais là, tu le mentionnes, puis c'est vrai que les applications veulent toujours te ramener à les dépenser. C'est vraiment un modèle économique, là. C'est comme... c'est... Ouais, vraiment. Oui, puis elles ont vraiment un système, en fait, de notification, en fait, qui est pensé pour vraiment répondre à notre envie de... notre besoin de curiosité. Tout a été vraiment calculé, pensé. Si on reçoit des push notifications, notamment, c'est pour nous créer de la déception, pour que la prochaine notification qui va être positive, on veuille aller la chercher. Donc, il y a vraiment tout un système qui est mis en place pour vraiment nous créer ces habitudes-là. Par contre, il faut faire attention à enlever toutes les notifications, parce que je sais que c'est des pratiques qu'on met en avant parfois, ça ne marche pas pour tous les utilisateurs. Donc, toi, si tu es habitué à avoir tes notifications qui sont off, super, tu as eu cette habitude-là. Mais parfois, ça peut augmenter la consommation, en fait, des personnes qui souffriraient de FOMO, donc la peur de manquer quelque chose. Parce que comme elles ne reçoivent pas les notifications, elles vont beaucoup plus attraper, consommer, de peur de manquer une information. Donc, il y a cette petite notion à laquelle il faut faire attention, parce que ça fait partie des fois des fausses bonnes pratiques, on va dire, pour le départ. Quand on est habitué, quand c'est correct. Il y a des étapes à mettre en place en fonction de son profil, parce que chaque personne, en fait, va avoir une façon d'utiliser la technologie qui est différente par rapport à tout un tas de choses, l'environnement de vie, ses responsabilités professionnelles ou comme si tu es étudiante, pareil, tout ce qui est personnalité, tout ce qui est âge. Donc, la liste est longue. Donc, c'est des mesures qu'on va mettre en place un petit peu personnalisées, en fait, par rapport à la personne, comment elle ressent et comment elle a intégré la technologie. Donc, mais justement, en lien avec ce que tu disais, chaque personne a une consommation, on va dire, personnalisée de son téléphone, des applications et tout ça. Dans un monde, justement, qui est hyper connecté, comment on fait pour ne pas devenir dépendant à son téléphone? Parce que, justement, on travaille avec, on est étudiante, donc veut pas, on n'a pas le choix, des fois, de l'avoir près de nous. Des fois, ça peut même être un outil de travail pour certaines personnes. Nous, on l'a parce que souvent aussi, on a nos questions sur nos téléphones. Fait que, on l'a pas loin si jamais on a besoin de s'y référer. Fait que, on n'a comme pas le choix. Fait que, dans certains cas, on n'a pas le choix. Dans d'autres cas, on pourrait peut-être s'en détacher un petit peu. Mais on dirait, c'est ça, il y a beaucoup de facteurs qui nous amènent à consommer aussi, autre que le système de récompense dopamine, puis le fait que, fait il y a le monde dans lequel on vit aussi, j'ai l'impression, qui nous amène beaucoup à ça. Comment ne pas tomber dans ce piège-là de dépendance à son téléphone? Puis pour mettre du pouce aussi là-dessus, on a un podcast, toute une entreprise, on utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître aussi, on publie sur LinkedIn, on publie... Fait qu'il y a ça aussi, c'est comme un peu un modèle d'affaires aussi pour se faire connaître puis croître. Donc, Mais en fait, c'est important la question parce que parler de bien-être numérique et parler de saines habitudes autour de la technologie, ça ne veut pas dire diaboliser la technologie, ça ne veut pas dire qu'on va devenir minimaliste et qu'on va aller vivre dans une cabane au fin fond de la forêt, bien que la nature soit fantastique. On peut tout à fait avoir comme une balance. Pour moi, en fait, ce qui est hyper important, c'est de mentionner que une saine gestion de la technologie, ça s'apprend. Il y a eu beaucoup de mythes avec le digital native qu'on appelle notamment là pour les jeunes en disant que ça pouvait être inné, l'utilisation de la technologie. Ce n'est pas le cas. Ça prend une compétence pour la gérer sainement. On se forme souvent sur tout ce qui est technique, donc comment elle va techniquement fonctionner. Et on oublie un peu la partie, mais comment moi je dois la gérer? Parce que comme tu le mentionnes, il y a plusieurs axes dans cette hyperconnexion. Oui, il y a l'axe de la
fonctionnalité des Mhm. applications puis des outils qu'on utilise, mais il y a l'axe sociétal qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une société hyper moderne et on a besoin d'être connecté pour fonctionner dans le monde. Je veux dire, si du jour au lendemain, on n'a plus de téléphone, on ne pourra pas aller voir le spectacle qu'on voulait voir. Il n'y a pas longtemps que j'ai voulu aller monter une montagne. Eh bien, il y avait un code QR à l'entrée du sentier. Donc, c'est une réalité aujourd'hui. En effet, on en a besoin. Ouais. Et moi, je passe vraiment par la case comprendre. Donc, vraiment étudier ses comportements, s'éduquer sur comment elle fonctionne, cette technologie, pour pouvoir aller mettre en place des outils, parce qu'il y en a, des outils, qui vont nous protéger de tous les gestes automatiques qu'on a développés autour d'elle, puis de cette panique qu'on pourrait avoir à l'idée de s'en déconnecter, parce qu'il y a le rapport à la technologie, mais c'est aussi le rapport aux autres. Pourquoi on a la difficulté à se déconnecter? Ouais. C'est un besoin, tu sais. C'est un c'est ça, besoin j'allais d'être poser. connecté, c'est un besoin d'appartenance. J'ai l'impression, tu sais, c'est tout le temps à travers le téléphone que tu rejoins tes amis. Puis... Ouais, c'est Mais est-ce que ça va plus loin que ça? Pourquoi qu'on a de la difficulté à se connecter? Est-ce que c'est vraiment juste parce que justement, notre réseau social ou comme notre sentiment d'appartenance est beaucoup sur notre téléphone ou il y a d'autres raisons? Ça dépend les profils. OK. Ça dépend les profils. Ça va varier. Il y a des profils où, oui, ça va être vraiment le besoin d'être... Moi, j'ai identifié plusieurs FOMO sur le terrain. OK. Ça ressemble à quoi, ouais? On parle beaucoup du FOMO des réseaux sociaux. C'est celui qui est le plus étudié, on va dire, dans OK. la littérature scientifique. Et moi, sur le terrain, il y en a 3 qui reviennent vraiment très souvent. C'est le FOMO des communications. Donc, les gens qui ont peur de se déconnecter, de peur de manquer un appel de quelqu'un, de peur de ne pas avoir l'école qui appelle pour les enfants, de peur de manquer l'appel d'une amie qui a besoin de parler. Donc, il y a ce FOMO-là. Il va y avoir le FOMO des actualités. Puis, on a été pas mal servi avec les dernières années, avec tout ce qui s'est passé dans le monde à l'international. Ouais. Donc, il y a certaines personnes qui ont développé une peur, en fait, de ne pas être informées de qu'est-ce qui se passe. OK. Parce que on a beaucoup eu des Ouais. péripéties pas super gaies non plus dans les dernières années. Puis le petit dernier, c'est le FOMO du travail. La peur de ne pas être connecté avec les collègues, de manquer un message d'un collègue, d'un client. Donc, en fonction de la personnalité, ça va être un petit peu varié, la raison pour laquelle on a la difficulté à déconnecter. Parce que le FOMO est un gros bout dans la difficulté à lâcher prise, en fait. Donc, je dirais que c'est les 3, au-delà des réseaux sociaux, qui sont plus souvent dirigés vers les jeunes générations, qui ont besoin de rester connectés avec les amis, tout ça. J'ai une autre question. On est là pour ça. J'en ai plein, là. Oui, mais puis on entrera plus dans la sphère du travail, mais comme tu Ouais. disais, tu sais, je sais que tout est entremêlé Ouais. aussi, fait que ça, Ouais. tu sais, tout fait du sens au final. Mais qu'est-ce qui est le plus dommageable au final? Ne pas être connecté, mais avoir peur de manquer quelque chose, ou d'être dans le FOMO, ou de rester connecté? Ben, rester connecté, ça a des grosses répercussions. Là, si on excède, on va dire, les temps normalement conseillés pour notre corps, c'est des répercussions sur santé mentale. On peut avoir un problème de dépression, d'anxiété. Moi, j'ai frôlé le burn-out à cause de ce mode robot que j'appelle. Où Ouais. on n'arrête jamais. Donc, ça a quand même des graves répercussions. On peut aussi avoir du stress, de l'anxiété si on se déconnecte puis que ça se passe mal. Puis ça, c'est un mythe d'ailleurs que j'essaie de dénoncer un petit peu avec les modes de digital detox. OK. Ces espèces de process où on va déconnecter soudainement de la technologie sans préparation, sans vraiment, en fait, imaginer, en fait, qu'est-ce que ça prend de se déconnecter quand on a un enjeu d'hyperconnexion et qui peut, en effet, entraîner beaucoup plus d'anxiété qu'autre chose. Je me rappelle une conversation avec une influenceuse qui me racontait avoir vécu une digital detox parce qu'elle avait été invitée à faire une digital detox. Et au retour à la maison, elle a fait une crise d'anxiété dans sa douche. En pleurant toutes les larmes de son corps parce qu'elle avait peur de se reconnecter par rapport à tout ce qu'il pouvait s'être passé pendant qu'elle était déconnectée. Et l'avalanche de toutes les notifications, toutes les communications qu'elle allait devoir gérer à son retour à la connexion. Donc, il y a beaucoup... c'est pas si simple, en fait, de se déconnecter. C'est pas juste basculer le mode avion, c'est pas juste mettre de côté le téléphone. Il faut vraiment se questionner par rapport à son profil, qu'est-ce qu'on ressent, c'est quoi notre réalité au quotidien, et s'entraîner en fait à se déconnecter pour arriver en fait à réduire cette peur, ce stress qu'on pourrait avoir quand... Mais de ce que je comprends, en fait, c'est que c'est vraiment comme un sevrage. Tu sais, tu y vas petit à petit, tu vas pas faire... Je me déconnecte complètement du jour au lendemain. C'est je vais y aller
peut-être 30 minutes aujourd'hui, 1 heure, après ça va être quelques heures et de plus en plus. Il faut que ce soit quand même progressif de ce que je comprends quand même. Oui, Comme... il y a quelque chose de graduel. Puis c'est pour ça que j'insiste toujours sur le côté entraînement. Parce qu'en fonction de la personne, si la personne elle est habituée, je ne sais pas, à consommer... je consommais à l'époque 5 heures sur mon téléphone en plus de mes 8 heures de travail. C'était absolument scandaleux. On ne va pas pouvoir passer du jour au lendemain de 5 heures à 1 heure. Donc, il y a une progression pour aussi sentir qu'est-ce qui se passe quand on se déconnecte. Ouais, tout ce qui ne se passe pas et qu'on pensait qu'il se passerait. Mais je vois vraiment le parallèle avec le monde du travail quand mettons, les employeurs, exemple, les gestionnaires vont en vacances, puis qui ont beaucoup, beaucoup de courriels. Puis je connais plein de gens qui vont quand même aller voir leur boîte de courriel malgré qu'ils étaient en vacances. Est-ce que, par rapport à ça, il y a des recherches qui ont été faites sur les bonnes pratiques au niveau de quoi faire, en fait, quand tu es en vacances, puis de ce stress-là de peut-être avoir des courriels importants, puis tu es en vacances, mais que tu veux aussi respecter ton temps de pause? Mais ça, c'est un enjeu, qui est documenté, là, tout ce qui est travail, en fait, ou connexion sur les courriels pendant des temps de repos, qui peut amener des enjeux d'épuisement, comme on s'en doute, puisqu'en fait, on ne décroche pas, hein, notre cerveau. On pense des fois que... Moi, j'ai des personnes, des fois, qui me disent « Oui, mais j'y réponds pas. » Donc, c'est comme si ça annulait le geste. Mais notre cerveau, il ne marche pas comme ça. Une fois qu'on a ouvert la porte du travail, lui, il fait ses projections. Il est toujours en train de faire de la projection. Donc, une fois qu'on a ouvert la porte du travail, lui, il est en train d'analyser le titre qu'il a lu, la personne qui a envoyé le message. Donc, en effet, c'est un problème. Le problème des courriels pendant les vacances, il y a plusieurs enjeux. Il peut y avoir l'enjeu, de l'employé qui a vraiment la difficulté à déconnecter, qui se pense indispensable. J'ai été cette personne. J'étais cette personne qui était même fière d'être constamment disponible. Donc ça, c'est un problème à adresser de la part de l'employeur. Après, il y a des enjeux aussi organisationnels. Moi, des fois, j'ai des personnes en formation qui me disent qu'elles ont 500 courriels par jour. Donc, elles n'osent pas se déconnecter en vacances parce qu'elles ont peur des 2500 courriels qu'elles vont recevoir dans leur semaine où elles étaient absentes. Donc, c'est inhumain. C'est inhumain, c'est complètement inhumain. Dans le fond, l'organisation, sans qu'elle le veuille, va venir favoriser cette tout à fait. Phobie-là. Oui, complètement. Elle peut être une source de pression. Oui. Oui, complètement. Parce qu'en fait, la personne se retrouve tellement débordée par la charge informationnelle que ça va être en fait une mesure de protection pour elle, pour pas avoir à gérer le stress ou le débordement quand elle va être de retour. Cette personne-là m'a mentionné qu'elle ne prenait plus de vacances depuis des années. À cause de ces courriels. Oui. Mais en fait, c'est ça, dans le fond, l'organisation a un rôle à jouer dans le sens où, par rapport à la charge, comme tu disais, informationnelle. Je pense ou infobésité, on peut l'appeler infobésité. On peut l'appeler... c'est-tu un parallèle avec l'obésité? Oui, tout à fait. C'est un mot valise, en fait, pour information et obésité. Donc, c'est un trop-plein d'informations, de communication. Mais oui, tout à fait, les responsabilités sont partagées vis-à-vis de ça. L'organisation, la culture d'entreprise, les valeurs qui sont véhiculées, les exemples qui sont donnés par la direction, les gestionnaires, vont amener de la pression sur les épaules des équipes. C'est évident. Évident. Aujourd'hui, on a un téléphone, on va sur une plage pour relaxer, on a la possibilité d'avoir un collègue qui nous écrit. Donc, il n'y a plus de frontières. Donc, on prend un petit moment dans notre épisode avec toi, Laurie, pour jaser d'une nouvelle quand même excitante qui s'en vient. Est-ce que tu veux nous donner un petit teaser de ce qui s'en vient avec toi dans les prochains mois, prochaines années? Oui, donc dans quelques semaines, il y aura un livre en librairie, puisque je vais sortir un livre, c'est ça, au courant du mois de mars, avril, pour guider tout le monde, en fait, avec son bien-être numérique. Donc, il y aura un livre très pratico-pratique pour comprendre la relation qu'on a avec la technologie. Donc, ça va s'adresser vraiment à tout le monde, à la fois aux travailleurs, à la fois aux gens qui sont aux études, qu'on soit en solo, qu'on soit en couple, qu'on soit avec un ordinateur, un téléphone, une montre connectée, ChatGPT, bref, on couvre vraiment tout l'enjeu aujourd'hui du numérique qu'on a dans les mains actuelles. Il y aura même un petit plan pour les parents et pour gérer tout ce qui est famille. Donc, on va parler de en fait, la technologie dans toutes les sphères de notre vie et pour tous les profils. Donc, très hâte que vous ayez ça dans les mains. Oui, vraiment. Puis le titre, je pense qu'il n'est pas encore
Non, Oui, c'est exactement. ça. Je vais pouvoir OK. vous envoyer ça, Parfait. le final, un petit peu plus tard. Mais ça va être partagé à ma communauté. Donc, si jamais Oui. Puis, Parfait. par curiosité, peut-être pour les gens aussi qui nous écoutent, est-ce que ça fait longtemps que tu travailles là-dessus? Combien de temps à peu près ça t'a pris pour comme, mettre ça sur pied comme projet? Ouais. je dirais plus de 5 ans que j'ai l'idée OK. du livre, OK. que j'ai commencé à écrire le manuscrit. C'est aussi beaucoup d'analyse Ouais. sur le terrain. C'est certain que j'ai eu la chance et le privilège d'échanger avec beaucoup de gens, beaucoup de profils également. Donc, c'est toute cette analyse et tous ces retours terrain, en plus des études scientifiques qui sortent régulièrement, qui vont se Absolument. retrouver dans le livre. Donc, plusieurs années. Mhm. Plusieurs années. Ben, Wow. félicitations encore. Puis merci aussi de nous avoir partagé ça en primeur. La belle nouvelle, On oui. est chanceuse. Oui. Oui, C'est un puis plaisir. c'est le fun qu'on puisse partager Ouais. ça aussi avec les gens qui nous écoutent. Fait que, Ouais. honnêtement, félicitations Félicitations. pour le lancement Ouais. et tout. Puis, je suis certaine que les gens vont adorer. Exactement. Oui, vous êtes invités. Merci. Merci, Laurie. Qu'est-ce que tu dis aux gens dont le téléphone ou justement les courriels, tout ça, je comprends qu'il y a les extrêmes, mais pour ceux que c'est vraiment leur outil de travail. Tu sais, justement, tu disais que tu parlais avec une influenceuse et tout ça. Tu sais, il y a vraiment des gens que les réseaux Ouais, c'est sociaux, son c'est outil. leur travail. Mhm. Fait que comment toi, t'approches ça avec eux? Ça va dépendre du secteur d'activité, de la structure aussi, parce que les solutions ne vont pas être les mêmes. On s'entend si c'est 15 000 employés ou si c'est 3 employés. n'est-ce Ouais. pas? Donc, c'est certain qu'il y a une étude. Moi, j'aime partir avec une étude. Donc, vraiment, Un diagnostic, Analyser. dans le fond? Ok. sondage, analyser vraiment c'est quoi le secteur d'activité, c'est quoi aussi les promesses qu'on a faites aux clients. Donc, il y a vraiment tout un profilage qu'on peut faire pour essayer de comprendre quelles sont les pressions, en fait, de toutes parts, pour pouvoir créer un petit peu une recette sur mesure pour aider à la fois l'organisation, des fois, à faire des virages, en fait, pour pouvoir aider les gens à mieux gérer la technologie et à être plus productifs, parce que ça va aussi avoir des répercussions forcément sur la productivité des équipes. Donc, ouais, c'est pas mal dans cet angle-là que j'aime l'aborder. Est-ce que c'est des pratiques organisationnelles communes à tous? C'est des pratiques individualisées selon les profils des personnes? Donc, les deux. OK. Les deux. Parce que des Ok. fois, dans les sondages, on va voir qu'il y a des personnes qui vont avoir plus de difficultés. On parle d'un 10% souvent dans les équipes qui vont avoir vraiment des problèmes d'hyperconnectivité intense. OK. On va avoir comme un 70 qui est modéré. OK. Donc, souvent, c'est les 10% qui vont mettre parfois de la pression sur les autres. Donc, ça va être mixte, en fait. Ok. Ça va être mixte. On va avoir, oui, des pratiques dans l'organisation, mais ça va passer par les individus également, parce que la culture d'entreprise, même si elle part d'en haut, il faut aussi que l'équipe, elle la fasse, elle la respecte. Est-ce que... Ah, ben vas-y, Ariane. Non, mais en fait, c'est juste en lien avec ce que tu dis pour faire peut-être un peu de pouce. On dit c'est parce que ça m'a fait penser un peu à quelque chose qu'on entend souvent, que les émotions, c'est contagieux. Ouais. Fait que est-ce que, Ouais. en fait, Ah, mais complètement. la surutilisation de son téléphone, les notifications, tout ça, le fait de domper ça un peu sur les autres, est-ce que Complètement. Ouais. On fait du mimétisme. Hein, Ouais, et c'est ok. d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a tous un téléphone dans les mains. apprentissage social? C'est Ouais, exactement, c'est ça. on fait du mimétisme. Mhm. Oui, et c'est d'autant plus vrai dans les organisations, avec Mm. la culture Ouais, la de culture. disponibilité C'est numérique constante. Mm. Si mon gestionnaire le fait, c'est Ouais. sûr que je vais vouloir le faire. C'est ça. Si mon collègue le fait, puis modèle. m'écrit le soir à 22h pour avancer des dossiers, c'est possible qu'il y ait un glissement qui se fasse à un moment donné. Mhm. Ou s'il n'y en a pas, ça va mettre de la pression, puis on va peut-être avoir un talent qui quitte parce qu'il n'en peut plus, en fait, de se faire déranger le soir à 22h. Par rapport à ça, ça me faisait penser, est-ce qu'il y a des mesures pour déconnecter après le travail, dans le fond, dans mon organisation? Mais il y a des lois, hein, quand même, au Québec qui nous protègent. ok. Le droit au repos, de toute façon, est, Ouais, c'est est ça, une c'est- mesure qui est dans la Charte des droits de l'homme, hein, OK. 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 à l'international. Donc, on a droit au repos, on a droit de avoir des périodes où on va lâcher prise. Au Québec, on a plusieurs lois également. Il y a les risques psychosociaux également, Ouais. la nouvelle loi qui met ça en Ouais. avant également avec tout l'enjeu de charge de travail, parce que ça rentre dans de la charge de travail. C'est pas parce qu'on n'ouvre pas le courriel et qu'on ne le traite pas qu'il ne va pas y avoir une charge en fait mentale par rapport au travail quand on fait ce genre de geste. Donc oui, il y a quand même des lois qui nous protègent.
message. Si ta question était par rapport à une loi comme on a en France sur Oui, le droit à la exactement, c'était déconnexion, ça. c'est pas le cas au Québec. La Ok, province c'est ça. de l'Ontario a légiféré en juin 2022. Donc, en Ontario, ils ont Ok. une loi de droit à la déconnexion. C'est pas le cas au Québec. Puis qu'est-ce que ça veut dire, cette loi-là, en fait? La loi de droit à la déconnexion, c'est vraiment une loi. Alors, je crois que de souvenir, en Ontario, je crois que c'est pour les organisations de plus de 20 employés. OK. Et donc, c'est une loi qui protège les équipes qui n'ont pas en fait à répondre ni sur leur outil personnel ni professionnel en dehors des heures de travail OK. pour vraiment privilégier en fait Mhm. la récupération et surtout en fait aussi mettre en lumière que cette hyperconnectivité, cette connexion constante aux outils peut être problématique pour la santé. La loi aussi amène un message avec... après, est-ce qu'elle fonctionne? Mais il y a, Ouais, c'est ça. il y a ce lien-là que ça Mhm. vient mettre en lumière, comme tu dis, mais d'un autre côté aussi, je pense que ça démontre à quel point l'entreprise ou l'organisation a un rôle à jouer Oui, aussi complètement, dans ouais. Tout à cette fait. hyper-connectivité-là. Oui. tu sais. Mhm. Oui, tout à fait, tout Ouais. à fait. Ça met vraiment en lumière le fait qu'elles ont une responsabilité dans Ouais. ce non-droit en fait au repos. Après, dans les études et dans ce qui se passe, moi j'étudie beaucoup la France parce que ça a été un des premiers pays qui a légiféré sur le droit à la déconnexion. Et les résultats sont mitigés, c'est-à-dire que ce n'est pas une solution miracle. Hein, des fois, j'ai des organisations qui me disent « Ah, mais nous, on a réglé le problème, on a mis une procédure ». Non, la procédure, elle va rester dans le manuel employé. S'il n'y a pas des choses qui sont vraiment mises en place concrètement auprès des équipes, ce n'est pas une feuille papier qui va changer vraiment la culture et qui va amener de saines habitudes numériques comme par magie. Ça ouvre la conversation, oui, mais après, ça prend vraiment d'autres démarches que cette simple politique pour vraiment faire des changements, puis que ça ait un impact en fait positif sur les individus. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, on peut quand même décider de répondre à nos courriels malgré tout, là, j'ai Ou l'impression. ne pas le faire, en fait. Ou ne C'est pas parce le faire, ouais. qu'on va juste les ouvrir, on ne va pas y répondre en se disant que personne ne le verra parce qu'on n'a pas le droit d'y répondre. Mais Ouais, c'est juste ça. ce geste-là, en fait, Ouais, va faire en sorte qu'en fait, on ne décroche pas et on n'a Mhm. pas ce temps de récupération-là. En fait, il y a un enjeu aujourd'hui par rapport à nos méthodes de travail. C'est-à-dire qu'on se base encore sur des modèles de travail qui datent d'un ancien temps. Aujourd'hui, on a des emplois qui passent beaucoup par notre cerveau. Mhm. Et on a encore de la difficulté à écouter la science Mhm. vis-à-vis de comment il fonctionne ce cerveau, parce qu'il y a des tas d'études sur le bien de faire des pauses, le bien de se déconnecter, même le soir. Ça a des répercussions sur l'efficacité, la productivité, la créativité, la satisfaction des talents. Mais on est encore dans cette idée de si je pousse plus loin, si je suis constamment connectée, c'est ça qui va faire que je suis plus productif, parce qu'on calcule en heures au lieu de calculer en ce qui est réel, en fait. Mais en même temps, ça fait du sens. On est rémunéré à l'heure. Exactement, mais Ouais, c'est un c'est problème aussi. Mhm. C'est un problème aussi. Mhm. Peut-être qu'il y a certains métiers, c'est logique, Ouais. mais il y a certains autres métiers, c'est à questionner, en fait. Ouais. C'est à questionner. C'est quoi qui questionne? Mais parce que sur un travail créatif, par exemple, Mhm. est-ce que le résultat, c'est ce qu'on paye? Donc, que le résultat, il soit meilleur en ayant quelqu'un qui a travaillé peut-être 1 heure de moins. Et le résultat est là. Mais aussi, je me demandais, en fait, par exemple, des chefs d'équipe ou des gestionnaires, justement, tu sais, qui nous écoutent, puis que, oui, ils font cette association-là entre connexion et performance ou productivité. Puis, par exemple, tu sais, si on autorise aux membres d'équipe de moins répondre ou de, justement, encourager, justement, le travail en profondeur et tout ça, mais que des chefs d'équipe, pour eux, être en contact avec leur personnel, c'est un signe qu'ils travaillent d'une certaine façon. Tu sais, ne pas avoir de réponse d'un employé peut donner l'impression que l'employé fait autre chose que de travailler. Tu sais, comment on vient déconstruire aussi cette idée-là que répondre rapidement, être connecté, puis tout ça. Mais ne pas les oublier dans les formations. Ouais. Ouais. Parce qu'on va souvent aller former les équipes, parce qu'on prend pour acquis que en fait, les gestionnaires savent déjà ça. Ouais. Donc, je te répondrai dans un premier temps, essayer de déconstruire ça par le biais de formation pour bien leur faire comprendre en fait comment ça fonctionne. Mais il y a aussi un travail à faire
d'analyse en fait par rapport à l'organisation. Est-ce que c'est vraiment le gestionnaire? Est-ce que c'est la direction qui veut que le gestionnaire garde un œil constamment? Pour ça, il y a vraiment une analyse profonde à faire pour savoir en fait d'où ça part. Après, on peut tout à fait avoir des gestionnaires qui ont un besoin d'être constamment connectés, mais là, c'est à se questionner sur la raison. Pourquoi? Est-ce que c'est un manque de confiance? Mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment comme un diagnostic organisationnel finalement à poser pour comprendre l'état. Après ça, il y a des diagnostics peut-être plus individuels aussi à comprendre un peu le rapport qu'une personne a avec son téléphone ou avec cette connexion-là. Puis après ça, comme tu nommais, c'est peut-être d'amener des pistes d'intervention concrètes et tout pour faciliter cette déconnexion-là ou de la faire de manière transitoire finalement, pour pas que ce soit d'un coup. Quel genre de démarche, comme tu parlais un petit peu tantôt, tu proposes habituellement? Peut-être, là, c'est sûr qu'on parlait de démarches comme il y a organisationnel, individuel, mais justement, plus at large, qu'est-ce que tu suggères souvent dans les formations que tu donnes pour aider les gens à se déconnecter ou à faciliter cette prise de conscience-là à la déconnexion? Moi, j'aime toujours l'introspection. Donc, vraiment, inviter les gens à juste observer combien de fois vous attrapez votre téléphone dans une journée. OK. Je pense que je vais aux toilettes avec. Mettons, à l'université, je l'ai dans mes mains. Mais c'est vrai, tout le monde fait ça. Ouais, j'ai peur de me le faire voler aussi. Comme, il y a tout là-dessus. Ben, j'ai mes cartes de crédit. C'est comme, encore là, c'est vraiment, c'est des... Ouais. On a tout. On a tout dessus. On a tout dessus. Mais en même temps, est-ce que c'est légitime de se sentir comme ça? Tu sais, dans le sens que comme on est là pour en parler aussi, pour essayer de venir démystifier, déconstruire certaines choses. Mais on dirait, je t'écoute parler, puis je suis comme, mais ça fait du sens aussi que tu te sentes comme ça. Complètement, parce que l'humain a toujours créé des objets. On a toujours externalisé un peu nos compétences dans des objets. Donc, on s'est toujours attaché aux objets. Il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé. Ça a l'air compliqué. Est-ce que c'était rough, le déménagement? Oui. OK. Est-ce que t'es comme... De me débarrasser d'objets que je n'utilisais plus depuis des années, d'objets usés, d'objets cachés, parce qu'on crée des souvenirs avec ces objets-là. Et aujourd'hui, le téléphone, en plus de cet attachement, j'allais dire, d'objets, il a tout dedans. On a nos photos, on a notre contact avec les autres, on a notre banque, on a absolument tout. Donc cet objet-là, il est devenu... je me rappelle, il y a quelques années, ils avaient fait une étude où certaines personnes le considéraient comme un deuxième cerveau. Donc en fait, on l'a rentré pratiquement dans notre champ corporel, ce téléphone. Donc c'est la raison pour laquelle on a de la difficulté à s'en séparer, puis qu'on a peur de le perdre. Parce qu'il représente une partie de nous, en fait, ce téléphone. On a des souvenirs, on a plein de choses, des mémos peut-être qu'on a écrits. Donc, c'est normal, dans un sens. C'est normal. Mais on dirait, je me dis... Parce que même après une conversation, je me dis... Moi, d'habitude, j'essaie de mettre en pratique ce que l'invité avait nous parler sur le podcast, mais là, je sais que je continue à l'amener aux toilettes parce que j'ai vraiment peur de me le faire voler. Mais tu sais... Mais il ne faut pas se sentir mal non plus de l'avoir de temps en temps. Là. L'idée, c'est pas de s'en débarrasser constamment. L'idée, c'est juste de se dire, est-ce que je vais consommer consciemment au moment où je consomme? OK. Donc, on peut le prendre dans la salle de bain si jamais on est dans un endroit spécifique et qu'on ne veut pas se le faire voler, comme dans ton cas. On peut le prendre, je ne sais pas, un endroit, même au bureau, admettons, pendant une réunion, parce que ce jour-là, on a quelque chose d'urgent qui doit... faut faire une distinction entre... c'est pas de la rigidité, en fait, de mettre en place de saines habitudes numériques. C'est vraiment de se détacher, en fait, de la pression qu'on va avoir avec la technologie, puis de savoir quand on bascule. Quand on bascule, dans le fond, sur le côté sombre, genre? Oui, le côté obscur de la force. Oui, complètement. Dans les pratiques, justement, que tu proposerais, tout ça, y a-t-il un temps, par exemple, que tu recommanderais aux gens? Disons, justement, quelqu'un que son moins de détente, par exemple, sur son téléphone, de justement regarder, de scroller, comme on dit, et tout ça. Est-ce que, par exemple, tu dis parfait, parce qu'on s'entend qu'on veut pas non plus être dans les extrêmes. L'objectif non plus, c'est pas de faire sentir mal personne. Non. Mais est-ce que, toi, tu as des recommandations de dire parfait, tu veux le faire, mais limite-toi à, par exemple, 20 minutes?
Est-ce qu'il y a des pratiques comme ça que toi, tu pourrais recommander? Ou des Oui, études, oui. mettons, qui Tout disent... à fait, tout à fait. L'idée, c'est d'y aller vraiment progressivement. Donc, c'est Mhm. de se questionner qu'est-ce que cette connexion elle m'amène? Est-ce que j'y vais pour me détendre? À quel moment de la journée? Mhm. Est-ce que je veux me détendre Ouais. pendant ma journée de travail après avoir fait 4 heures sur l'écran? Là, peut-être qu'on va essayer d'aller prendre une marche sans écran. Ouais. Si c'est en fin de journée, par exemple, parce qu'on veut s'octroyer un petit 10 minutes pour rire, parce que, je sais pas, on écoute un humoriste le soir sur les réseaux sociaux, Ouais. là, ça peut être bénéfique pour une durée limitée. Mhm. Donc, c'est aussi de réfléchir à sa réalité, son agenda, pour Mhm. pouvoir instaurer des périodes de connexion qui soient conscientes. On va vraiment décider, en Mhm. fait, de la connexion, Mhm. de la durée, et on y va... Mhm. en fonction de son Graduellement. profil, exactement, Ouais, c'est parce ça. que Ouais. si on est habitué Mhm. à faire ça un OK. certain nombre de Fait que temps. de ce que je comprends, c'est ça, c'est de ne pas être dans les extrêmes nécessairement, donc d'y aller graduellement, qui est le mot, un mot-clé. Très Ouais. important. Ouais. Oui, Les parce que mots-clés. c'est sûr qu'on va se mettre en échec sinon. Exact. On va se mettre en échec, on va se faire peur, puis notre corps, il garde des marques quand on a des traumas, en Ouais. fait. Ouais. Donc, il va Mhm. s'en rappeler que cette déconnexion numérique, elle s'est super mal passée. Donc, c'est vraiment super important d'y aller progressivement, de s'entraîner, en fait. Exact. OK. Donc, progressivement, puis introspection, l'autre mot que Oui, j'avais en tête. Ouais, vraiment. c'est ça. Observer qu'est-ce qui se passe en fait dans notre relation avec la technologie. Combien de fois on va le toucher, ce téléphone ou cette montre connectée, hein, parce qu'on parle du téléphone, mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont connectées au poignet aussi hein, Ah, aujourd'hui les montres, avec Mais les il y a les montres montres, les connectées. ordinateurs Exactement. aussi, tu sais. Donc, Ouais. c'est de vraiment se questionner sur comment elle est intégrée dans mon quotidien, cette technologie, Mhm. pour pouvoir identifier les excès qu'on pourrait avoir. Quand c'est qu'on se sent mal aussi, parce que des fois, c'est tellement intégré dans nos journées qu'on ne se rend même pas compte, en fait, que cette petite connexion, si on l'avait décalée un peu plus tard, Mhm. si on l'avait réduite de quelques minutes, on se sentirait peut-être moins fatigué, on serait peut-être de meilleure humeur Ouais. en fonction de l'heure à laquelle on l'a consommé aussi. Ça aurait complètement transformé notre journée, en fait. Mhm. Donc, c'est cette réflexion-là À garder à en tête, à étudier, avoir. puis à... Oui. Est-ce que cette réflexion-là est faite seulement de manière individuelle ou, comme tu as mentionné tantôt, c'est ta mère qui t'a fait prendre conscience que tu avais peut-être que tu étais une homophobe, peut-être? Est-ce que la réflexion pourrait être faite aussi par les autres qui te regardent pour leur demander des... Oui, Avoir ça des dépend. reflets, exemples. Oui, finalement. après, ça Est-ce dépend que- les pratiques que les autres ont, parce que, Ok. comme on le disait, on fait beaucoup de mimétisme Ouais. aujourd'hui. Donc, mais oui, on peut essayer d'être à l'écoute un petit peu des réflexions Mhm. ou du comportement des personnes qui sont autour de nous. Si, par exemple, on a l'habitude de prendre le téléphone constamment, qu'on est en conversation avec des amis, peut-être qu'ils nous le disent, ces amis-là, Mhm. Ouais. tu m'écoutes? Mhm. Ouais. Et qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on pense que c'est normal, tout le monde le fait. Donc, il y a des observations qu'on peut faire aussi par rapport à comment on se comporte en personne, en fait, et au travail aussi. Hein. C'est Ouais. pareil, on parle... Est-ce que tu recommandes, exemple, en milieu de travail, mettons que tu as un collègue à qui tu t'entends super bien, est-ce que tu recommanderais de le mentionner, ça, à ton collègue pour dire je remarque que tu es souvent sur ton téléphone ou que... Faire attention. Faire attention. Oui, il faut faire Ok. attention. Faire attention. Peut-être y aller plus avec un angle de vulnérabilité. Ok. Et moi aussi, j'ai du mal à décrocher. Là. Ouais. OK, je comprends. Ça va être un petit peu plus bienveillant que de Ok. pointer du doigt parce que c'est pas si facile non plus hein, de s'en détacher de cette habitude. Donc, ça peut aussi le faire culpabiliser. Ça peut complètement froisser votre relation. C'est Ouais. une bonne relation. Donc, en fonction du caractère de la personne, peut-être aussi. Mais faire Mhm. attention, peut-être plus y aller dans l'ouverture. Mais c'est ça, j'allais dire, puis ça fait un lien aussi un peu avec la prochaine question que j'avais pour toi. Tu sais, c'est finalement d'y aller dans la bienveillance, Oui. puis de s'assurer que, par exemple, si tu remarques que la personne elle est souvent sur son téléphone, ben peut-être de Hey, est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Est-ce que ça va? Ouais, c'est ça. Tu sais, je remarque que tu es Ouais. souvent sur ton téléphone, je veux juste m'assurer que tout va bien. Tu sais, il y a peut-être, c'est ça, comme tu dis, d'y aller dans la de manière bienveillance. Il y a subtile l'intention, pour ouais. ne pas en fait pointer du doigt Ok. le comportement, Ouais. mais lui montrer que on est attentif à sa Exact. personne en fait et que lui il l'est plus à la Ouais. nôtre. Mhm. Ouais. Puis justement, c'est ça, en lien avec ça, c'est quoi les impacts que tu connais ou que tu as remarqué sur la santé mentale et la santé physique des gens, justement, dans cette hyperconnectivité-là? Et la santé mentale est tout un tas d'enjeux. La Ouais. fatigue mentale est quelque chose qui ressort. On a fait une étude sur le terrain auprès de 183 employés. Puis c'était 40%
des répondants disaient avoir des problèmes de fatigue mentale. OK. Donc, Lié c'est, à à l'utilisation du cellulaire. l'hyperconnectivité. OK. Ouais. Donc, général. Ouais, c'est ça, pas juste le L'hyperconnectivité cellulaire, générale. mais Ouais, ouais, tout c'est à ça. fait. Donc, ordinateur, téléphone, etc. On avait aussi, ce qui était intéressant dans l'étude, c'est qu'il y a des personnes qui ont répondu, on avait une case autre, donc on avait des études, des réponses prédéfinies, puis il y avait une case autre pour qu'ils puissent partager en fait, c'était quoi les autres potentiels enjeux qu'ils pouvaient avoir. Et on a 8% des gens qui ont répondu avoir un stress de répondre rapidement. Ouais. Ça m'étonne pas en même temps. Naturellement, Ouais. donc on se dit, waouh, si on avait mis peut-être la réponse... Donc, ça, c'est une autre pression qu'on peut voir. Tout ce qui est fatigue oculaire aussi. Ouais. Ouais. C'est Les quelque yeux, chose qui ouais. revient régulièrement. Ça peut être différentes choses, ça. C'est à la fois parce qu'on ne prend pas assez de pause, qu'on est constamment sur l'écran. Puis il faut savoir que nos yeux, en fait, ne clignent pas quand on est devant l'écran. Et notre visage se fige pour réagir, en fait, à toute la stimulation qui provient de l'écran. Donc, on va beaucoup moins se cligner des yeux, ce qui va faire qu'on va beaucoup moins avoir de liquide. Bref, c'est ça qui Ok. peut amener tout un enjeu au niveau de la santé oculaire. Et le petit dernier, je l'ai oublié, mais il va me revenir. revenir. Oui, la sensation d'être débordé. Ça va très vite, la Mhm. technologie. Cette immédiateté. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui revient très Mhm. régulièrement, cette sensation de ne pas y arriver, en fait. Mais je Il y a pense trop aussi... de choses qui se passent. Ouais. Mais c'est ça, j'allais dire, je pense qu'on vit tout simplement en fait, dans un monde d'hyperstimulation. Oui. Tu sais, Ah oui. c'est... Mais parfois, on en est responsable. Mm. Je dis pas Oui, qu'on en est non, je suis responsable de d'accord. tout, mais parfois, on s'en met vraiment trop parce qu'il y a la gratuité, parce qu'il faut que, je dois que, toute l'espèce de... Mhm. Ouais. de mots qu'on se dit des fois, Ouais. qui fait que on se retrouve dans des positions où vraiment, en fait, ça déborde. Parce qu'on a des limites, en Ouais. fait. C'est ça aussi, la technologie. Ça nous remet en perspective le fait que, même si on aime se dépasser en tant qu'humain, parce qu'on l'a toujours fait depuis des centaines d'années, là, on a atteint une barrière avec la rapidité, la technologie. On ne peut pas être aussi vite que la machine. Et tant mieux, parce qu'en fait, sinon, elle servira à quoi, ces machines? Ouais. Franchement. Ouais. Mais on essaie quand même d'être aussi rapide. Et en fait, c'est pas étonnant qu'on ait autant d'enjeux de santé mentale Ouais. aujourd'hui. Mhm. Moi, Ouais. je me questionnais parce que est-ce qu'il peut y avoir aussi un impact lié à un manque d'attention, dans le fond, de l'inattention? Parce que j'avais lu, je pense, un article qui disait qu'il y avait en ce moment dans les dernières années, des surdiagnostics de TDA, alors que c'est pas ça, que c'est, ou peu importe, là, lié au TDA, qu'il y aurait plus de... Mais dans le fond, que le téléphone amène de l'inattention, puis que les gens disent « Ah, t'es TDA » à la place de comme t'as pas un TDA, mais c'est juste parce que t'es juste toujours sur ton téléphone. Ben, c'est certain qu'il y a des comportements qui peuvent vraiment impacter notre attention. Il y en a un là qui a été élu mot de l'année, je crois que c'est en 2024. Le brain rot, Ouais. donc pourriture du cerveau, si on Mhm. traduit. Ok, ouais. C'est les fameuses gestes de consommation, comme par exemple les vidéos très rapides qu'on peut retrouver sur des TikTok, des choses comme ça, qui Ok. en effet, en fait, en fait, ça va très très vite. Mhm. Donc, on n'a même pas le temps d'analyser que déjà, on va passer à une autre vidéo. Puis ça, c'est très problématique, en effet, pour notre attention. Puis toutes les interruptions. Si on bascule dans la sphère du travail, les interruptions, c'est terrible aussi pour notre attention. Mhm. Puis c'est ça, mais en fait, c'est quand t'es sur ton téléphone, puis il y a des gens qui te parlent, comme les gens vont dire de quoi, puis après, t'es comme, ben, tu me l'as pas dit, mais la personne est comme, oui, je te l'ai mentionné. Moi, parfois, ça me fait ça, là, que j'ai l'impression de comme, manquer d'informations alors que mon attention est ailleurs. J'imagine que ça doit être un des... Le télésnobisme. Ah, c'est ça le nom? Ouais. OK. Tu fais du Technoférence, il y a plusieurs termes, technoférence aussi, mais ouais, j'aime beaucoup le télésnobisme, parce que le côté snob, je trouve, vient un peu allumer les gens sur le fait de « Oh non, mais je voulais pas te snober, mais en fait, c'est vrai que c'est ça que je suis en train de faire en prenant mon téléphone alors qu'on est en train de discuter. » Ouais, c'est ça. Donc, oui. C'est comme une habitude. Ouais. Ça, c'est... Oui. Puis Oui, oui. inconscient aussi, là. Ouais. Justement, des fois, les gens regardent leur... Ben là, encore là, tu sais, c'est ma perception, là, mais tu sais, t'as ton téléphone pas loin, fait que par réflexe, tu vas juste le regarder, mais dans le fond, tu sais, c'était pas nécessaire ou comme
C'est juste une distraction de plus qui vient surcharger ton cerveau, finalement, ou accentuer cette fatigue cognitive-là. Là, parce Et que- qui va en plus avoir des répercussions sur la relation qu'on va avoir, parce que Ouais. c'est pas vraiment agréable hein, quand on est en train de discuter avec quelqu'un, d'avoir la personne en face de nous qui tout d'un coup, en fait, disparaît Ouais. littéralement en face de nous. Mhm. Parce qu'elle, elle n'en a pas l'impression, parce qu'elle pense qu'elle continue à écouter, Mhm. mais en fait, elle peut pas faire les deux. Elle peut pas écouter, regarder, interagir. Mhm. On n'est pas conçu pour faire ça. Ouais. Ça va Ouais. peut-être mettre la conversation dans un autre angle, mais je me demandais, est-ce qu'il y avait... Je sais que tu en as mentionné quelques-uns au niveau des mythes. Est-ce que tu avais d'autres mythes à déconstruire au niveau de l'hyperconnectivité? Peut-être au niveau de la déconnexion, d'appuyer sur le fait que la déconnexion ne fait pas perdre en productivité. Mhm. Ouais. On a cette pensée, je le mentionnais un petit peu tout à l'heure, là, mais les pauses sont vraiment essentielles dans des environnements de travail connectés, des pauses sans écran. Mm. Et c'est un enjeu pour certaines personnes ou certaines organisations par rapport au télétravail, notamment, parce qu'on est à distance, donc on a peur de partir, parce que notre collègue va nous écrire à ce moment-là, puis on se retrouve un peu dans une boucle infernale. Donc ça, c'est un gros enjeu pour la productivité des équipes, en fait. On a besoin de Notre cerveau, il a besoin de se recharger, et pour se recharger, ça lui prend des moments de calme. Mm. Mm. Donc de calme, pas de chat qui se galope après sur TikTok qu'on regarde pendant Ouais. 10 minutes de pause. Ouais. De véritable calme, visuel, sonore, Ouais. de silence même si on peut. Donc c'est des choses qu'il faut de plus en plus intégrer dans nos environnements de travail, ces pauses-là. Mhm. Mais justement, quelqu'un qui nous écoute puis qui a tendance à passer, par exemple, ses pauses sur l'ordinateur, son téléphone ou peu importe, quand que tu dis de te déconnecter ou de prendre des pauses pas sur ton téléphone, tu fais quoi? Tu jases? Je sais pas. Mais Alors moi, mais à la c'est ça- maison, mais c'est ça, mais tu sais, pour J'ai un les... yo-yo. OK? Ah, fait que t'as t'as C'est comme des génial. objets. Oui. Ah ouais, c'est Oui. ça. Oui, parce que c'est vrai que des fois, on a besoin de s'occuper. L'oisiveté, ça a rendu les hommes fous Oui, puis- à une époque. c'est ça. hein. C'est On pas est tout allé le jusqu'à monde non des... plus qui a envie de jaser Ouais, durant c'est leur vrai. pause. Non, exactement, ouais. mais on peut se prévoir des choses. Puis je suis bien adepte des petits jeux Des simples et casse-têtes. faciles. Un casse-tête, Ouais. oui, tout à fait. Tout à Ouais. fait. Un Un livre. coloriage, Ouais. prendre une marche. Mhm. Ouais. La marche est incroyable pour avoir des bonnes idées. Nombre Ouais. de philosophes, d'ailleurs, Ouais. très connus, allaient marcher et disaient que la philosophie passe par la marche. Mhm. Ouais. Et on a perdu un petit peu ça. En plus, Mhm. on est de plus en plus sédentaire, notamment avec la technologie. On a le monde entier qui nous permet de réduire tous les petits efforts qu'on va faire. hein. On va se garer Ouais. proche de l'endroit où on doit aller au lieu d'essayer de marcher un petit peu. Puis je suis Mhm. complètement victime de ça aujourd'hui. Mais là, Enfin, bon, c'était les pour la os. bonne cause. On l'est tous. C'était pour le maquillage et pour la coiffure avec la météo extérieure. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans la réduction de l'effort. Mhm. Alors que notre cerveau, Mhm. des fois, un petit effort, c'est ça qui va nous amener du plaisir. Ouais. On dit souvent, on sait pas ce qu'on sait pas. Fait que s'il y a des choses que, tu sais, toi, tu trouves important de mentionner aux gens qui nous écoutent, qu'on n'a peut-être pas mentionné, ou juste un complément d'information qui pourrait être pertinent, qu'est-ce que tu aurais à En fait, ajouter? peut-être un message. Ouais, Mhm. vas-y. Peut-être un message à des personnes qui sont dans des environnements de travail où il y a peut-être une pression de disponibilité, puis personne ne se parle, puis tout le monde le fait, mais on ne sait pas trop. Donc, ces personnes-là qui se trouvent peut-être un peu prisonnières malgré elles, de la culture d'entreprise, de peut-être lancer un défi à tout le monde. Mm. Lancer un défi, par exemple, d'une réunion où tout le monde va aller poser le téléphone au milieu de la table, je ne sais pas, ou d'embarquer un collègue sur la pause du lunch pour aller marcher 10 minutes, faire un tour d'immeuble. Si on est à distance, ça peut être de lancer un défi aussi à distance. Pendant 10 minutes, à 10 heures, je pars faire une marche. Mm. On le dit dans le clavardage, est-ce que vous faites des pauses? Être investigateur de ce genre de pratique aussi. Des fois, on a l'impression que ça doit partir de plus haut et des fois, C'est simple comme ça. c'est simple comme ça, oui, Ouais. d'ouvrir la conversation sur cet enjeu-là. Mais tu parlais beaucoup aussi tantôt que les gens, tu sais, apprennent en regardant les autres Oui, agir. Ouais. Fait que ça peut être à l'inverse exactement, t'as aussi. tout compris. Ouais, c'est oui, ça. tout à fait, tout à Mhm. fait. Ouais. Ça me faisait penser... c'est un des stratégies que j'avais vues au restaurant. Il y avait des journées où que tout le monde mettait leur téléphone au milieu. Puis je pense que la première personne qui prenait son téléphone Oui. pendant le souper,
payer quelque chose. l'addition. Ouais, Ouais. c'est ça, ou quelque chose comme ça me fait vraiment penser à ça. Donc, on était rendu à notre segment des jeux meilleurs. Est-ce que tu connais les jeux meilleurs? Non. Non? Je Ben, suis super excitée. Ben, c'est des cartes, en fait, que c'est des jeux québécois. D'accord. C'est des jeux pour apprendre à connaître l'humain en arrière du professionnel. On aime ça dire ça comme ça. Puis, c'est un petit peu des questions de team building, apprendre à connaître l'autre personne et tout ça. Puis, Ariane en a présélectionné 5. Donc, tu peux en choisir une, la lire, puis y répondre. Ouh là là, suspense. Oui. Mais qu'est-ce que je vais piocher? Oh! Quel compliment reçois-tu le plus souvent? Ah, c'est ma journée! Ouais, c'est bon! Est-ce qu'on parle dans la sphère pro ou dans la Comme sphère tu veux. perso? Comme tu veux. Le compliment que tu reçois le plus souvent. Je pense que c'est celui d'être bonne vivante. Puis en fait, c'est que il vient à la fois dans le pro et à la fois dans le perso. OK. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de mon caractère, que j'entretiens aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'entretient beaucoup aussi, la joie de vivre. Et que j'aime toujours... j'aime ça quand on me dit ce compliment-là, parce que on le mentionnait, hein. Alors, on est une image aussi pour l'autre personne, et donc ça amène aussi du bonheur, de la bienveillance, puis de la joie de vivre aux personnes autour de moi. Donc, ben, écoute, je te le donne, le compliment. T'as une bonne joie de vivre. Ben oui. Puis moi, je me disais dans ma tête, je me demandais si tu as déjà fait ton test sur tes forces pour savoir un peu, justement, tes principales forces et tout. On en a déjà discuté sur un podcast. Moi puis Ève, on a fait le test aussi. Fait que je sais pas si tu l'as déjà fait, tu as déjà considéré le faire, mais ça pourrait être intéressant. Oui, là, tu viens de me créer un besoin, clairement. C'est gratuit si tu veux faire le via Character Strength. OK. C'est gratuit, puis tu vas avoir tes 5 forces de caractère. Donc, tes 5 forces qui viennent le plus naturellement à toi de façon facile, dans fond naturelle. Ouais. Je vais regarder ça. Ça serait intéressant. Puis tu nous en donneras des nouvelles. Ben oui, c'est sûr. Oui. Ah, ben merci beaucoup, Merci, Laurie, pour Laurie. aujourd'hui. C'est super Avec intéressant. plaisir. Oui, bye-bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. On espère qu'il vous a permis de faire de nouveaux apprentissages ou du moins d'alimenter vos réflexions. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est une bonne façon de soutenir le podcast. Pour découvrir plus de contenu des RH Podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok sous le nom de rh.podcast. Pour prolonger vos discussions, profitez d'un rabais de 15% sur les jeux de conversation meilleurs avec le code promotionnel RH. À très bientôt!